C'est l'une des plus graves crises humanitaires en ce moment dans le monde, celle qui affecte les Rohingyas en Birmanie ou au Myanmar, si vous préférez. Ils sont persécutés depuis longtemps, mais les Nations unies parlent maintenant d'un nettoyage ethnique. Et devant l'ampleur que la crise a prise au cours des derniers mois, le nombre des Rohingyas qui a fui la Birmanie en direction du Bangladesh voisin a explosé. Ils sont maintenant 900 000 à s'entasser dans le camp de Cox's Bazar. C'est maintenant le plus grand camp de réfugiés au monde. En fait, c'est une série de camps de réfugiés. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, deux doctorants, Jean-François Rancourt d'abord, qui est doctorant à l'Université de Montréal, qui se spécialise sur le Myanmar. Bonjour. Bonjour. Ainsi qu'Alexandre Pelletier, qui lui est doctorant à l'Université de Toronto et qui se spécialise aussi sur le Myanmar ainsi que sur l'Indonésie. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, d'abord, revenons sur la situation des Rohingyas, parce que ça fait des décennies qu'on dit que les Rohingyas sont persécutés en Birmanie. Ça n'a pas commencé au cours de l'été dernier, cette situation-là. Mais là, il semble par contre qu'on atteint un niveau sans précédent. Il y avait environ 1,1 million de Rohingyas en Birmanie avant les massacres qui ont commencé au cours de l'été. Et là-dessus, il y en a 600 000 qui ont fui, qui sont allés s'ajouter aux 300 000 qui étaient déjà au Bangladesh. Alors, est-ce que c'est dire que l'armée birmane est en train de réussir son nettoyage ethnique? C'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de réussite dans la mesure où on commence déjà à planifier le retour de ces individus-là. Il y a des négociations qui sont en cours entre le Myanmar et le Bangladesh sur la question, mais bon, ça stagne un peu. On a appris récemment que le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh va visiter le Myanmar à la fin du mois, puis à ce moment-là, ça va être signé. Donc, à quelque part, c'est sûr que toute cette population-là ne va pas être expulsée pour de bon du Myanmar. Mais le problème, c'est que normalement, un retour, ils vont demander finalement aux réfugiés de démontrer qu'ils sont des citoyens du Myanmar. Comme la plupart sont des sans-papiers, finalement, il y en a beaucoup qui pourront simplement pas rentrer chez eux. Mais il y a bel et bien, on y reviendra sur la question des sans-papiers, mais il y a bel et bien une rébellion armée parmi les Rohingyas. Il y a des gens parmi les Rohingyas qui ont pris les armes, mais c'est assez clair dans ce cas-ci que la répression de l'armée a visé également les civils. Tout à fait. C'est une situation qui a existé à travers l'histoire aussi. Donc, la rébellion armée dans l'État du Rakhine n'est pas nouvelle. Ça a été par vagues. Celle-ci est peut-être la plus visible qu'on a observée depuis plusieurs années. Mais la réponse de l'armée birmane est de loin supérieure à celle des périodes précédentes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu deux autres vagues de migration massive à travers la frontière du Bangladesh dans les années 70, dans les années 90, et on est seulement en troisième vague en ce moment. Mais là, dans les derniers jours, les Nations unies faisaient état du viol qui est utilisé systématiquement par les militaires birmans à l'endroit des Rohingyas. Au début de la crise, on parlait de villages entiers qui étaient brûlés. Est-ce que l'ampleur de la répression est différente cette fois-ci? Oui, on a parlé de viol depuis le début de l'histoire des Rohingyas, depuis le début de l'histoire de cette répression militaire. Le viol a existé comme arme de l'armée birmane à travers le pays. Sauf que l'ampleur en ce moment est particulièrement importante. Le fait de brûler les villages, par exemple, rend le retour des Rohingyas particulièrement difficile, ce qui n'était pas le cas dans les vagues précédentes. L'accaparement des terres, par exemple, par les militaires, on est dans une situation complètement nouvelle et complètement différente de ce qu'on a observé dans les précédentes vagues de migration. Jean-François Rancourt, vous faisiez allusion tout à l'heure au fait que les Rohingyas sont sans papier, mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les Rohingyas, en fait, sont apatrides. Et ça, c'est une situation très particulière, probablement la plus grande communauté d'apatrides dans le monde. Pourtant, ils étaient là bien avant l'indépendance du Myanmar. Alors, expliquez-nous un peu d'où vient cette situation très particulière. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. La présence des Rohingyas sur le territoire de l'État de Rakhine, ça remonte à il y a plusieurs siècles, en fait. Et ce qui est arrivé, c'est que finalement, au fil du temps, il va y avoir différentes législations qui vont être mises en place sur la question de la citoyenneté. Dès l'indépendance de la Birmanie, qui était une ancienne colonie britannique, en 1948, on crée une nouvelle loi sur la citoyenneté. À ce moment-là, les Rohingyas vont être capables d'être admis au sein de la nation birmane. Le problème, les choses vont se corser dans les années 60, puis finalement en 1982, où là, une nouvelle loi sur la citoyenneté qui crée finalement 3 classes de citoyens différents. Il y a la citoyenneté pleine qui est accordée à ceux qui font partie d'un groupe ethnique réputé comme étant national, donc présent sur le territoire birman avant l'arrivée des Britanniques en 1823. Et il y a 2 autres classes, finalement, de citoyenneté associées et naturalisées qui, eux, finalement, ont moins de droits
que la citoyenneté pleine. Et les Rohingyas, pour qu'ils puissent obtenir la citoyenneté naturalisée, ils doivent renoncer à leur identité Rohingya et s'identifier comme des musulmans Myanmar ou comme des Bengalis. Et donc, c'est pour ça que la majorité d'entre eux a refusé de faire ça. Tout à fait, parce qu'il y a la question justement de l'autodétermination, l'idée que les gens s'identifient eux-mêmes à une identité ethnique et que le gouvernement refuse de le faire. Donc, comme vous le disiez, ils se retrouvent apatrides. Le Bangladesh dit « ils ne sont pas à nous, évidemment, puisqu'ils habitent au Myanmar depuis des siècles ». Le Myanmar dit « ils ne sont pas à nous, puisque d'un point de vue ethnique, ils ressemblent plus aux gens du Bangladesh ». Donc, on les appelle même les Bengalis pour essayer de nier leur existence, finalement. Et donc, tout ça, c'est accompagné aussi d'une répression à l'endroit des Rohingyas à travers le temps, en tout cas du moins depuis les années 80. Oui, tout à fait. Une répression, on parle de travaux forcés, d'agressions sexuelles, mais aussi de déplacement des populations. Et puis, à partir de 2012, il y a eu des conflits importants au Myanmar, à travers le Myanmar, mais particulièrement aussi dans l'État de Rakhine, 2012-2013. Les Rohingyas ont été, pour la plupart, repoussés dans des camps de déplacés internes, donc des camps de réfugiés à l'intérieur du Myanmar. Donc, eux-mêmes ont perdu, à ce moment-là, le droit de se déplacer. Et puis, le manque de citoyenneté aussi occasionne le fait qu'ils ne peuvent pas se déplacer à l'intérieur du pays de manière libre. Donc, c'est très difficile de trouver de l'emploi, du travail. Donc, la répression est sous plusieurs formes. Et donc, devant cette situation-là, il y a des gens parmi les Rohingyas qui ont choisi de prendre les armes. Alors, cette rébellion-là, parlez-nous, est-ce qu'elle est importante? Quelle est son ampleur? C'est pas un mouvement si important qu'on compare aux autres mouvements armés qu'il y a au Myanmar, parce que, comme mon collègue le disait, il y a d'autres groupes ethniques, finalement, qui sont en guerre contre l'armée depuis des décennies. La SRA, que l'organisation s'appelle, l'Armée du Salut Rohingya en Arakan, finalement, c'est assez faible comme organisation, c'est peu organisé, ils ont peu d'équipement. Les attaques qui ont été menées au mois d'août et qui seraient finalement la raison derrière l'actuelle violence, ces attaques-là ont été menées avec des machettes et des bâtons de bambou. On parle d'une attaque d'un poste de police, notamment, je crois. Oui, une vingtaine de postes, si ma mémoire est bonne. Et finalement, voilà, ce sont des gens qui vont aller essayer de recruter au sein des populations Rohingyas en jouant un peu sur le sentiment, justement, de misère des gens, puis de colère face à tout ça. Mais encore une fois, c'est un groupe qui reste marginal. On parle de quelques centaines de membres tout au plus. Et finalement, voilà, la violence est indiscriminée. Donc, des individus qui attaquent des postes de police avec des machettes et l'armée birmane a répondu en brûlant des villages. En gros, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tant la force de la menace des Rohingyas à laquelle répond l'armée birmane, mais plutôt une opportunité que l'armée birmane aussi saisit à travers cette rébellion-là. Laquelle? Celle de se réaffirmer sur l'espace national et de me montrer son rôle positif à jouer à travers à l'intérieur du pays comme sauvegardeur de la sécurité nationale, si on veut. Puis, on n'a jamais vu ça au Myanmar depuis les 50-60 dernières années. Une population se tournait aussi favorablement envers l'armée qui les oppressait il y a de cela à peu près 5 ans. Et puis, on a vu des manifestations, par exemple, à Pourquoi? Parce que Yangon. l'armée jouit d'une grande popularité dans le reste de la population en Birmanie? C'est nouveau, oui, c'est nouveau, en fait, cette popularité-là, parce que l'armée, c'est celle que le mouvement, par exemple, la Révolution du Safran a contesté. Dans les années 90, la People's Power Revolution au Myanmar a aussi contesté l'armée birmane. Mais là, soudainement, depuis 2012-2013, l'armée reprend un peu de ses lettres de noblesse à travers la répression des mouvements Rohingyas. Parlons-en de l'armée, justement, parce que c'est une composante très, très importante en Birmanie. D'ailleurs, le pays a été gouverné par une junte militaire pendant des décennies. L'actuelle dirigeante civile, Aung San Suu Kyi, a eu le prix Nobel de la paix en 91 parce qu'elle était une dissidente notoire de la junte militaire. Et encore aujourd'hui, même s'il y a un gouvernement civil, l'armée détient un pouvoir très important, non? Un pouvoir central dans le pays, effectivement, puisque Aung San Suu Kyi, constitutionnellement, ne peut pas devenir présidente. Donc, on lui a créé une espèce de rôle pour lui permettre d'être à mi-chemin entre le premier ministre et... Donc, c'est pas tout à fait une présidente. Elle n'est pas au-dessus des militaires. Donc, la branche civile ne contrôle pas la branche militaire. Et puis, les militaires, contrairement, par exemple, au Canada, ont des sources autonomes de revenus aussi. C'est-à-dire qu'ils ont leurs propres entreprises, leur propre accès aux ressources naturelles, par exemple. Donc, il y a plusieurs... Cette autonomie militaire-là s'exprime aussi sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont une grande autonomie en termes de décisions qu'ils prennent. Et puis, Aung San Suu Kyi, d'un point de vue institutionnel, ne peut pas freiner les militaires. D'un point de vue politique non plus, elle ne peut pas freiner les militaires. C'est-à-dire qu'elle a des choix à faire
comme dans sa position, c'est-à-dire que elle ne peut pas aller à l'encontre des intérêts des militaires par peur de perdre le pouvoir elle-même, c'est-à-dire de peur d'avoir un second coup, un coup par exemple, qui pourrait la retirer du pouvoir. Mais donc ça, c'est intéressant parce qu'elle a été largement critiquée depuis le début de la crise pour ne rien dire, pour ne rien faire, mais concrètement, est-ce qu'elle pouvait faire quelque chose ou dire quelque chose? Bien, je vous dirais, voilà, mon collègue l'explique assez bien. Concrètement, comme le pouvoir de l'armée est entièrement autonome de celui du gouvernement, puis l'armée contrôle également les ministères associés à la police et aux frontières, les militaires ont en quelque sorte placé Aung San Suu Kyi dans une situation délicate où elle doit décider entre sa crédibilité à l'intérieur du pays ou sa crédibilité à l'international. Comme aujourd'hui, elle est conseillère spéciale d'État, elle est chancelière, c'est elle qui dirige techniquement le pays. Elle a pris le choix, bien sûr, de conserver sa crédibilité à l'intérieur de son pays, donc de ne pas, disons, prendre une position qui serait contre ce que l'armée fait, parce qu'autrement, elle risque de perdre le soutien populaire, mais il y a aussi une clause dans la Constitution de 2008 qui a été rédigée par les militaires qui stipule que l'armée pourrait faire un coup d'État en toute légalité s'il jugeait que la stabilité du pays était menacée. Donc, si Aung San Suu Kyi devait dire les Rohingyas sont des Birmans, etc., il y a des très bonnes chances que son gouvernement serait tout simplement renversé par l'armée d'une manière légale. Alors, à ce moment-là, est-ce que c'est à la communauté internationale d'intervenir? Qui peut faire quelque chose? La communauté internationale peut certainement peut-être engager des sanctions économiques contre les militaires, mais en termes de politique intérieure, je pense que les pays occidentaux sont particulièrement limités parce qu'eux aussi tiennent à la légitimité d'Aung San Suu Kyi, c'est-à-dire que les pays occidentaux ne souhaitent pas un retour des militaires au Myanmar, ils ne souhaitent pas un retour à la situation pré-2012. Donc, les pays occidentaux aussi marchent sur des œufs, se demandent comment aborder la question. Et parlons spécifiquement du Canada. Le Canada s'est largement exprimé là-dessus, dénonce la situation, s'est engagé à doubler les dons que les Canadiens feraient pour venir en aide aux réfugiés. Est-ce que, on a annoncé la nomination d'un envoyé spécial, Bob Rae, est-ce que tout ça va concrètement changer quelque chose ou est-ce que c'est un peu inefficace? Je dirais que sur le terrain, dans la vie de tous les jours, on peut apporter une aide humaine, des soins aux réfugiés. Ça, c'est évidemment ce qui est le plus criant et le plus essentiel. À ce côté-là, la contribution du Canada est importante parce que, comme vous le disiez, on double les dons, etc. Mais après, d'un point de vue politique, d'un point de vue vraiment structurel, je doute qu'on puisse vraiment régler la situation. C'est quelque chose qui est assez profondément encastré dans la société birmane parce qu'il faut dire aussi que les Rohingyas revendiquent finalement un statut de groupe national, donc autochtone. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la Constitution attribue aux groupes nationaux le contrôle d'un État, d'un territoire au sein de l'Union. Donc, par défaut, reconnaître le côté autochtone des Rohingyas, il faudrait aussi leur donner un territoire, une autonomie territoriale. Et ça, les Birmans ne veulent rien entendre de tout ça. Alors, ma dernière question, vous évoquiez tout à l'heure qu'on discute déjà du retour des Rohingyas en Birmanie. Est-ce que c'est réaliste à court terme et est-ce qu'on est condamné à revivre ça puisque de toute façon, ils n'auront pas plus de droits et d'autonomie finalement en Birmanie? Il y a des bonnes chances, malheureusement, que cette situation se répète tant que à mon avis, tant que la loi sur la citoyenneté n'est pas revue, tant qu'on ne redéfinit pas ce que ça signifie faire partie de la nationalité birmane. Il y a des forts risques que des crises comme ça se reproduisent encore. Alexandre Pelletier. Tout à fait. Et puis, le retour des Rohingyas au Myanmar est extrêmement risqué pour la population Rohingya elle-même. Il faut faire attention dans les retours précipités au pays. Dans les années 70 et 90, le retour des Rohingyas au Myanmar a été plutôt forcé que volontaire, forcé par le Bangladesh notamment, qui jusqu'à présent a été plutôt accueillant envers les Rohingyas, mais je pense que cette patience-là va avoir une limite. Il faut faire donc attention au retour des Rohingyas, puisqu'ils ne retourneront pas dans une terre accueillie à bras ouverts, mais plutôt vont toujours être victimes de discrimination. Donc je crois que la communauté internationale doit se saisir de ce dossier-là et peut-être penser à une formule de dispersion des Rohingyas à travers les différents pays de l'Asie du Sud-Est, par exemple, qui ont jusqu'à présent fait très peu pour la question des Rohingyas, plutôt que de repousser la question, d'accueillir certains de ces Rohingyas-là serait une solution à moyen terme. Alexandre Pelletier, Jean-François Rancourt, merci d'avoir été avec nous pour parler de la situation des Rohingyas. Merci à vous.